Paris! Enfin Paris! se disait Guccio Baglioni en passant la porte Saint-Jacques. Paris était morose et froid. Le mouvement de la vie, comme toujours après les fêtes de l'an 9, semblait s'y être arrêté, et ce janvier-là plus encore que de coutume par suite du départ de la cour. Mais le jeune voyageur, qui rentrait après 6 mois d'absence, ne voyait pas les pans de brume accrochés au toit, ni les rares passants transis. Pour lui, la ville avait visage de soleil et d'espérance, car cet « enfin Paris » qu'il se répétait comme la plus heureuse chanson du monde, voulait dire « enfin je vais retrouver Marie ». Guccio portait pelisson fourré et cape de pluie en laine de chameau. À sa ceinture, il sentait peser une bourse à cul de vilain emplie de bonnes livres marquées au coin du pape. Il était coiffé d'un galant chapeau de feutre rouge retroussé en arrière et formant longue pointe au-dessus du front. On ne pouvait être mieux vêtu pour plaire. On ne pouvait non plus éprouver plus grand plaisir de vivre qu'il n'en ressentait. Il sauta de selle dans la cour de la rue des Lombards et lança en avant sa jambe toujours un peu raide depuis l'accident de Marseille, courut se jeter dans les bras de Tholomyès. « Mon cher oncle, mon bon oncle, avez-vous vu mon fils? Comment est-il? Et Marie, comment a-t-elle supporté? Que vous a-t-elle dit? Quand m'attend-elle » Tholomyès, sans un mot, lui tendit la lettre de Marie de Cressay. Guccio la lut 2 fois, 3 fois. Sur les mots « Sachez que j'ai grande aversion pour mon péché et ne veux plus revoir jamais celui qui est cause de ma honte. Je veux racheter ce déshonneur. » Il s'écria « Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas elle qui a pu écrire cela! » « Ce n'est point son écriture ?» demanda Tholomyès. « Si !» Le banquier posa la main sur l'épaule de son neveu. « Je t'aurais prévenu à temps, si je l'avais pu, dit-il. Mais je n'ai reçu cette lettre que le jour d'avant-hier, après être allé voir Bouville. » Guccio, le regard ardent et fixe, les dents serrées, ne l'écoutait pas. Il demanda l'adresse du couvent. « Le faubourg Saint-Marcel? J'y vais, dit-il. Il réclama son cheval, qu'on avait à peine fini de bouchonner, retraversa la ville sans plus rien en voir, et alla sonner à la porte des Clarisses. Là, il lui fut répondu que la demoiselle de Cressay était partie de la veille, emmenée par 2 gentilshommes dont l'un portait une barbe. Il eut beau brandir le sceau du pape, tempêter, faire scandale, il ne put rien obtenir de plus. « L'abbesse! Je veux voir la mère abbesse !» cria-t-il. Les hommes ne peuvent point pénétrer dans la clôture. On finit par le menacer d'aller chercher les sergents du guet. Hors de souffle, le teint gris, les traits changés, Guccio revint rue des Lombards. « Ce sont ses frères, ces gueux de frères qui l'ont reprise, » annonça-t-il à Tholomyès. « Ah, j'ai été trop longtemps parti. La belle foi qu'elle m'avait fait jurer là, et qui n'a pas tenu 6 mois. Les dames de noblesse, à ce qu'on nous prétend dans les romans, attendent 10 ans leur chevalier, qui est à la croisade. Mais un Lombard, cela ne s'attend point, car c'est cela, mon oncle, et rien d'autre. Relisez les termes de sa lettre. Ce ne sont qu'insultes et mépris. On pouvait l'obliger à ne point me revoir, mais non à me gifler de la sorte au visage. Enfin, mon oncle, nous sommes riches de dizaines de milliers de florins. Les plus hauts barons viennent nous implorer de payer leurs dettes. Le pape lui-même m'a pris pour conseiller confident pendant tout le conclave. Et voilà ces crottés de campagne qui me crachent au front du haut de leur château fort, qu'on jettera bas d'une poussée d'épaule. Il suffit qu'ils paraissent, ces 2 galeux, pour que leur sœur me renie. Comme on se trompe, comme on croit d'une fille qu'elle n'est pas de même sorte que ses parents. Le chagrin chez Guccio se tournait vite en colère et les ressentiments de l'orgueil l'aidaient à se défendre du désespoir. Il avait fini d'aimer, mais non point de souffrir. « Je ne comprends point, » disait Tholomyès désolé. « Elle paraissait si aimante, si heureuse d'être à toi. Jamais je n'aurais pensé. Je vois maintenant pourquoi Bouville semblait si gêné l'autre jour. Il savait quelque chose, sûrement. Et pourtant, les lettres que j'avais reçues d'elle, je ne comprends point. Veux-tu que j'aille revoir Bouville? »« Je ne veux rien. Je ne veux plus rien, cria Guccio. Je n'ai que trop importuné les grands de la terre du soin de cette garce trompeuse, jusqu'au pape lui-même, à qui j'ai demandé protection pour elle. Aimante, dis-tu? Elle t'a fait cajolerie quand elle se croyait repoussée par les siens, et qu'elle ne voyait que nous pour recours. Nous étions bien mariés pourtant, car l'impatience ne lui manquait pas de se donner, mais non sans bénédiction de prêtre.
Tu me disais qu'elle a passé 5 jours auprès de la reine Clémence à servir de nourrice. La tête a dû lui tourner de remplir un office qu'une quelconque chambrière eût pu tenir à sa place. Moi aussi j'ai été près de la reine. Et je l'ai autrement aidée. Au milieu de la tempête, je l'ai sauvée. » Il ne reliait plus ses idées, divaguait de fureur et, à marcher dans la pièce en lançant les jambes, avait bien parcouru 1/4 de lieue. « Peut-être, si tu allais prier la reine. »« Ni la reine, ni personne. Que Marie retourne à son hameau fangeux, où l'on enfonce dans le purin jusqu'aux chevilles. On lui aura sans doute trouvé un bon mari à la semblance de ses crottés de frères, quelque chevalier poilu et sentant fort, et qui lui fera d'autres enfants. Elle viendra maintenant se traîner à mes pieds que je n'en voudrais plus, tu entends? Je n'en voudrais plus. »« Je crois bien que si elle entrait, tu parlerais autrement, » dit doucement Tholomyès. Guccio pâlit et se cacha les paupières dans le fond de sa paume. « Ma belle Marie !» Il la revoyait dans la chambre de Naufle. Il la revoyait de tout près. Il apercevait les points d'or de ses yeux bleus sombres. Comment une pareille trahison avait-elle pu se dissimuler dans ces yeux-là? « Je vais partir, mon oncle. »« Où cela? Tu retournes en Avignon? » La belle figure que j'y ferai. J'ai annoncé à tout un chacun que j'allais revenir avec mon épouse. Je l'ai paré de toutes les vertus. Le Saint-Père lui-même sera le premier à m'en demander des nouvelles. Boccace me disait l'autre jour que les Peruzzi vont sans doute affermer la recette des tailles dans la sénéchaussée de Carcassonne. Non, ni Carcassonne, ni Avignon. Ni Paris, bien sûr, dit tristement Tholomyès. Il vient à chaque homme, si égoïste qu'il ait été, à un moment vers le soir de la vie, où il se sent las de ne travailler que pour lui-même. Le banquier, après avoir attendu la présence d'une jolie nièce et d'une famille heureuse en sa demeure, voyait soudain ses propres espoirs s'effacer, et se dessinait à la place la perspective d'une longue vieillesse solitaire. « Non, je veux partir, » dit Guccio. « Je ne veux plus rien en cette France qui s'engraisse de nous et nous méprise parce que nous sommes Italiens. Qu'ai-je gagné en France? Je te le demande. Une jambrette, 4 mois d'hôtel-Dieu, 6 semaines dans une église et pour finir, ça! J'aurais dû savoir que ce pays ne me vaudrait rien. Rappelle-toi, le lendemain de mon arrivée, j'ai manqué renverser dans la rue le roi Philippe le Bel. Ce n'était pas un bon présage. Sans parler de mes traversées de mer où j'ai failli 2 fois périr, et de tout le temps passé à compter du Billon au vilain du bourg de Naufle, parce que je m'y croyais amoureux. « Tu t'es fait quand même quelques bons souvenirs, » dit Tholomyès. « Bah, on n'a pas besoin de souvenirs à mon âge. Je veux rentrer en ma ville de Sienne, où il ne manque pas de belles filles, les plus belles filles du monde, à ce qu'on m'affirme chaque fois que je dis que je suis siennois. Moins gueuses, en tout cas, que celles d'ici. Mon père m'avait envoyé auprès de toi pour apprendre. Je crois que j'ai assez appris. » Tholomyès ouvrit son œil gauche. Il y avait un peu de brume sous cette paupière-là. « Tu as peut-être raison, » dit-il. « Le chagrin te passera plus vite quand tu seras loin. Mais ne regrette rien, Guccio. Ce n'est point un mauvais apprentissage que celui que tu as fait. Tu as vécu, couru les routes, connu les misères du petit peuple et découvert les faiblesses des grands. Tu as approché les 4 cours qui dominent l'Europe, celles de Paris, de Londres, de Naples et d'Avignon. Il n'est pas arrivé à beaucoup de gens de se trouver enfermés dans un conclave. Tu t'es rompu aux affaires. Je te remettrai ta part, la somme en est plaisante. L'amour t'a fait commettre quelques sottises. Tu laisses un bâtard en chemin comme chacun qui a beaucoup voyagé, et tu n'as que 20 ans. Quand souhaites-tu partir? Demain, oncle Spinello, demain, si vous le voulez bien. Mais je reviendrai, ajouta Guccio d'un ton rageur. Eh, je l'espère bien, mon garçon. J'espère que tu ne vas pas laisser mourir ton vieil oncle sans le revoir. Je reviendrai un jour, et j'enlèverai mon enfant. Car il est à moi, après tout, autant qu'au Cresset. Pourquoi le leur laisserais-je? Pour qu'il l'élève dans les écuries comme un chien de mauvaise race? Je l'enlèverai, tu entends, et ce sera le châtiment de Marie. Tu sais ce qu'on dit en notre pays, vengeance de Toscan. Un grand vacarme venu du rez-de-chaussée lui coupa la parole. La maison aux poutres de bois tremblait sur ses fondations comme si 12 fardiers furent entrés dans la cour. Les portes claquaient. L'oncle et le neveu se portèrent vers l'escalier à vis qu'emplissait déjà un bruit de charge. Une voix tonna. « Banquier! Où es-tu, banquier? Il me faut de l'argent !»
et monseigneur Robert d'Artois apparut en haut des marches. « Regarde-moi bien, banquier, mon ami. Je sors de prison dans l'instant, s'écria-t-il. Le croirais-tu? Mon doux, mon meilleur, mon borgne cousin, le roi, veux-je dire, puisqu'il semble qu'il le soit, s'est enfin rappelé que je croupissais en geôle où il m'avait jeté, et il me rend à l'air libre, l'aimable garçon. » Soyez le bienvenu, monseigneur, dit Tholomyès sans enthousiasme. Et il se pencha au-dessus de l'escalier, doutant encore qu'un tel passage d'ouragan pût être l'œuvre d'un seul homme. Baissant la tête pour ne pas se heurter au linteau de la porte, d'Artois pénétra dans le cabinet du banquier et marcha droit vers un miroir. « Oh là, mais j'ai un visage de mort !» dit-il en se prenant les joues à pleines mains. « Il faut avouer qu'on dépérirait à moins. 7 semaines, imagine-toi, à ne voir le jour que par une lucarne croisée de fer gros comme un dardane. 2 fois le jour un brouet qui ressemblait déjà à une colique avant même d'être mangé. Par bonheur, mon lormet me faisait passer des plats de sa façon, sinon je ne vivrais plus alors qu'il est. Le coucher n'était pas meilleur que la pitance. Par égard à mon sang royal, on m'avait gratifié d'un lit. J'ai dû en casser le bois pour pouvoir m'allonger les jambes. Patience, tout cela lui sera compté, au cher cousin. » En vérité, Robert n'avait pas maigri d'une once, et la réclusion avait peu mordu sur sa solide nature. Si sa carnation était moins vive, en revanche, ses yeux gris couleur de silex brillaient plus méchamment que naguère. « Belle liberté dont on me gratifie! Vous êtes libre, monseigneur !» continua le géant imitant le capitaine du Châtelet. « Mais vous ne pouvez pas vous écarter de plus de 20 lieues de Paris. Mais la sergenterie du roi doit connaître votre demeure. Mais la capitainerie d'Évreux, si vous poussez vers vos terres, doit en être avertie. Autrement dit, reste ici, Robert, à battre les rues sous l'œil du guet. Ou bien va-t'en moisir à Conches, mais pas un pied vers l'Artois, et pas un pied vers Reims. On ne veut pas de taux au sacre, surtout pas. Tu pourrais bien y chanter quelques psaumes qui ne plairaient pas à toutes tes oreilles. Et l'on a bien choisi le jour pour me relâcher. Point trop tôt, point trop tard. Toute la cour est partie. Personne au palais, personne chez Valois. Il m'a bien abandonné, ce cousin-là. Et me voilà dans une ville morte, sans seulement 1 liard en bourse pour souper ce soir, et trouver quelque fille sur laquelle employer mon humeur amoureuse. Car cette semaine, vois-tu, banquier, non, tu ne peux pas comprendre. Cette chose-là ne doit plus guère te taquiner. Remarque, j'ai assez ribaudé en Artois pour me tenir calme quelque temps. Et il doit se préparer là-bas bon nombre de petits valets qui ne sauront jamais qu'ils descendent de Philippe Auguste. Mais j'ai constaté une chose étrange, que les docteurs en philosophie, ces rats, devraient méditer. Pourquoi est-il un membre chez l'homme qui, plus on lui fournit de besogne, plus il en réclame? Il eut un grand rire, fit craquer une cathèdre de chêne en s'y asseyant, et soudain parut remarquer la présence de Guccio. « Et vous, mon gentillet, comment vont vos amours ?» demanda-t-il, ce qui signifiait dans sa bouche rien de plus que « bonjour ». « Mes amours, parlons-en, monseigneur » répondit Guccio, mécontent de cette violence plus bruyante qui interrompait la sienne. Tholomyès d'une grimace fit signe au comte d'Artois que le sujet n'était guère d'à propos. « Et quoi ?» s'écria d'Artois avec sa délicatesse coutumière. « Une belle vous a quitté? Oh, donnez-moi vite son adresse, j'y cours. Allons, ne prenez point cette triste face. Toutes les femmes sont des catins. »« Ah, certes, monseigneur, toutes. Alors, au moins, ébattons-nous avec des catins franches. Banquier, il me faut de l'argent, 100 livres, et j'emmène ton neveu souper avec moi pour lui tirer de la tête ses idées noires. 100 livres, oui, je sais, je vous dois déjà beaucoup, et vous vous dites que je ne vous paierai jamais. Vous avez tort. Avant peu, vous verrez Robert d'Artois plus puissant que jamais. Le Philippe peut bien se faire enfoncer la couronne jusqu'au nez. Je ne tarderai pas à le décoiffer, car je vais t'apprendre une chose qui vaut plus de 100 livres, et qui va te servir fort pour prendre garde à qui tu prêtes. Comment punit-on le régicide? Pendaison, décollation, écartèlement? Vous assisterez bientôt à un plaisant spectacle. Ma grosse tante Mao, nue comme ribaude, étirée par 4 chevaux, et ses vilaines tripes déroulées dans la poussière, et son blaireau de gendre lui tiendra compagnie. Le dommage serait qu'on ne puisse les supplicier 2 fois, car ils en ont tué 2, les scélérats. Je n'ai rien dit tant que j'étais au Châtelet, pour qu'on ne vienne pas une belle nuit me saigner comme un porc. Mais j'ai pu me faire tenir au courant.
Lormet, toujours mon Lormet. Ah, le brave homme. Écoutez-moi. » Après cette semaine de mutisme forcé, le terrible bavard se rattrapait et ne reprenait son souffle que pour parler davantage. « Écoutez-moi bien !» poursuivit-il. « 1. Le roi Louis confisque à Mao ses possessions d'Artois, où mes partisans s'échauffent. Aussitôt Mao le fait empoisonner. 2. Mao, pour se couvrir, pousse Philippe à la régence contre Valois, qui lui est prêt à soutenir mon droit. 3. Philippe fait accepter son règlement de succession qui exclut les femmes de la couronne de France, mais non de l'héritage des fiefs, vous pensez bien. 4. Étant confirmé régent, Philippe peut lever l'ost pour me déloger de l'Artois, que je suis sur le point de regagner entièrement. Pas folle, je viens me rendre seul. Mais la reine Clémence va accoucher. On veut avoir les mains libres. On m'incarcère. 5. La reine met au monde un fils. Peccadille. On ferme Vincennes, on cache l'enfant au baron, on raconte qu'il n'est pas né viable, on s'acoquine avec quelques ventrières ou nourrices qu'on effraie ou qu'on soudoie, et l'on tue un deuxième roi. Après quoi, on va se faire sacrer à Reims. Voilà, mes amis, comment s'obtient une couronne. Tout cela pour ne pas me rendre mon comté. » Au mot de nourrice, Toloméi et Guccio avaient échangé un bref regard d'inquiétude. « Ce sont des choses que tout un chacun pense, » acheva d'Artois, « mais que nul n'ose proclamer faute de preuve. Seulement je l'ai, la preuve. Moi, je vais maintenant produire une certaine dame qui a fourni le poison. Et puis après, il faudra faire un peu chanter dans des brodequins de bois la Béatrice d'Hirson qui a servi le maquerelle du diable en ce beau jeu. Il est temps d'y mettre fin, sinon nous allons tous y passer. » 50 livres, monseigneur. Je puis vous remettre 50 livres. Avare! C'est tout ce que je puis. Soit! Tu m'en devras donc 50 autres. Mao te paiera tout cela, avec les intérêts. Guccio, dit Toloméi, viens donc m'aider à compter 50 livres pour monseigneur. Et il se retira avec son neveu dans la pièce voisine. Mon oncle, murmura Guccio, croyez-vous qu'il y ait du vrai dans ce qu'il vient de dire? Je ne sais, mon garçon, je ne sais. Mais je crois que tu as raison assurément de partir. Il n'est pas bon d'être trop mêlé à cette affaire qui a mauvaise odeur. Les étranges manières de Bouville, la soudaine fuite de Marie, sans doute on ne peut prendre au comptant toutes les agitations de ce furieux, mais j'ai souvent remarqué qu'il ne passait pas loin de la vérité lorsqu'il s'agissait de méfaits. Il y est maître et les respire de loin. Rappelle-toi l'adultère des princesses. C'est bien lui qui l'a fait découvrir, et il nous l'avait annoncé. Ta Marie, dit le banquier en balançant sa main grasse d'un geste de doute. Elle est peut-être moins naïve et moins franche qu'elle semblait. Il y a certainement un mystère. Après sa lettre de trahison, on peut tout croire, dit Guccio, dont la pensée s'égarait dans 20 directions. Ne crois rien, ne cherche rien, pars, c'est un bon conseil. Quand monseigneur d'Artois fut en possession des 50 livres, il n'eut de cesse que Guccio partagea la petite fête qu'il comptait s'offrir pour célébrer sa libération. Il lui fallait un compagnon, et il se fut saoulé avec son cheval plutôt que de rester seul. Il y mettait tant d'insistance que Toloméi finit par souffler à son neveu « Va, sinon nous allons le blesser, mais tiens ta langue !» Guccio termina donc sa désespérante journée dans une taverne dont le tenancier payait tribut aux officiers du guet pour qu'on le laissât faire un peu de trafic bordelier. Toutes les paroles qui se prononçaient là étaient d'ailleurs répétées à la sergenterie. Monseigneur d'Artois s'y montra dans son meilleur, insatiable au pichet, prodigieux d'appétit, braillard, ordurier, débordant de tendresse envers son jeune compagnon et retroussant les jupes des filles pour faire reconnaître à chacun le vrai visage de sa tante Mao. Guccio, pris d'émulation, ne résista guère au vin. L'œil brillant, les cheveux en désordre et le geste mal assuré, il criait « Moi aussi je sais des choses. Ah, si je voulais parler !»« Parle donc, parle !» Il restait à Guccio dans le fond de son ivresse une lueur de prudence. « Le pape !» dit-il. « Ah, j'en sais long sur le pape !» Soudain il se mit à pleurer comme une rivière dans les cheveux d'une ribaude qu'il gifla ensuite parce qu'il voyait en elle l'image de toute la trahison féminine. « Mais je reviendrai et je l'enlèverai !»« Qui donc ? Le pape !»« Non, son enfant !» La soirée tournait à la confusion.
Les regards étaient vacillants et les filles fournies par le bordelier n'avaient plus guère de vêtements sur la peau quand Lormet s'approcha de Robert d'Artois pour lui dire à l'oreille « Il y a dehors un homme qui nous épie. »« Tue-le » répondit négligemment le géant. « Bien, monseigneur. » Ainsi, Madame de Bouville perdit un de ses valets qu'elle avait attaché au pas du jeune Italien. Jamais Guccio ne saurait que Marie, par son sacrifice, lui avait probablement épargné de finir le ventre en l'air sur les flots de la Seine. Vautré dans une couche douteuse, sur les seins de la fille qu'il avait giflée et qui se montrait compréhensive au chagrin de l'homme, Guccio continuait d'insulter Marie et imaginait se venger d'elle en pétrissant une chair mercenaire. « T'as raison, moi non plus j'aime pas les femmes, c'est toutes des trompeuses !» disait la ribaude dont Guccio ne se rappellerait jamais les traits. Le lendemain, le chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, les membres las, l'âme et le corps également écœurés, Guccio prenait la route d'Italie. Il emportait une coquette fortune sous forme d'une lettre de change, signée de son oncle, et qui représentait sa part de bénéfice sur les affaires qu'il avait traitées depuis 2 ans. Le même jour, le roi Philippe V, sa femme Jeanne et la comtesse Mao, avec tout leur train de maison, arrivaient à Reims. Les portes du manoir de Cresset s'étaient déjà refermées sur la belle Marie, qui y vivrait inconsolable un perpétuel hiver. Le vrai roi de France allait grandir là, comme un petit bâtard. Il ferait ses premiers pas dans la cour boueuse parmi les canards. Il irait rouler dans la prairie aux iris jaunes, le long de la Mauldre, dans cette prairie où Marie, chaque fois qu'elle y marcherait, revivrait ses brèves et tragiques amours. Elle tiendrait son serment, tous ses serments envers Guccio comme envers le royaume, garderait son secret, tous ses secrets, jusqu'à son lit de mort. Sa confession, un jour, troublerait l'Europe. La veille du sacre. Les portes de Reims, surmontées des armoiries royales, avaient été repeintes à neuf. Les rues étaient encourtinées de draperies éclatantes, de tapis et de soieries, les mêmes qui avaient servi 18 mois auparavant pour le sacre de Louis X. Auprès du palais archiépiscopal, 3 grandes salles de charpentier venaient d'être édifiées à la hâte. L'une pour la table du roi, l'autre pour la table de la reine, la troisième pour les grands officiers, afin de donner festin à toute la cour. Les bourgeois de Reims, qui étaient astreints aux dépenses du sacre, trouvaient la charge un peu lourde. « Si l'on se met à mourir si vite au trône, disait-il, nous ne ferons bientôt plus qu'un seul repas l'an, pour lequel il nous faudra vendre nos chemises. Clovis nous coûte gros de s'être fait administrer le baptême chez nous, et eut capet d'avoir choisi d'y recevoir la couronne. Si quelque autre ville du royaume veut nous acheter la Sainte-Ampoule, nous conclurions bien le marché. » Aux gênes de trésorerie s'ajoutait la difficulté de réunir en plein hiver le ravitaillement somptuaire nécessaire à tant de bouches. Et les bourgeois rémois dénuméraient 82 bœufs, 240 moutons, 425 veaux, 78 porcs, 800 lapins et lièvres, 800 chapons, 1820 oies, plus de 10 000 poules et 40 000 œufs, sans parler de barils d'esturgeon qu'on avait fait venir de Malines, des 4 000 écrevisses pêchées en eau froide, des saumons, brochets, tanches, brèmes, perches et carpes, des 3 500 anguilles destinées à la fabrication de 500 pâtés. On disposait de 2 000 fromages et l'on espérait que 300 tonneaux de vin, celui-ci heureusement produit par le pays, suffirait à abreuver tant de gueules assoiffées qui allaient banqueter là pendant 3 jours ou plus. Les chambellans arrivés à l'avance pour régler l'ordonnance des fêtes montraient de singulières exigences. N'avait-il pas décidé qu'on présenterait à un seul service 300 hérons rôtis? Ces officiers ressemblaient bien à leur maître, à ce roi pressé qui commandait son sacre d'une semaine sur l'autre, pour ainsi dire, comme s'il s'agissait d'une messe de 2 liards à l'intention d'une jambe cassée. Depuis 2 jours, les pâtissiers montaient leur château fort en pâte d'amande peint aux couleurs de France. Et la moutarde. On n'avait pas reçu la moutarde, il en fallait 31 sautiers. Et puis les convives n'allaient pas manger dans le creux de la main. On avait eu bien tort de vendre à vil prix les 50 000 écuelles de bois du sacre précédent. Il eût été plus profitable de les laver et de les garder. Pour les 4 000 cruches, elles avaient été cassées ou volées. Les lingères ourlaient à la hâte 2 600 aunes de nappe, et l'on pouvait compter que la dépense totale s'élèverait à près de 10 000 livres. À vrai dire, les Rémois y trouveraient tout de même leur compte, car le sacre avait attiré force marchands lombards et juifs qui payaient taxes sur leurs ventes. Le couronnement, comme toutes les cérémonies royales, se déroulait dans une ambiance de kermesse.
C'était un spectacle ininterrompu qu'on offrait au peuple en ces journées-là et qu'on venait voir de loin. Les femmes se voulaient parer de robes neuves. Les galants ne rechignaient pas à la joaillerie. La broderie, les beaux draps, les fourrures se vendaient sans peine. La fortune était aux habiles, et les boutiquiers qui montraient un peu de hâte à servir à la pratique pouvaient en une semaine se faire leur aisance pour 5 ans. Le nouveau roi logeait au palais archiépiscopal devant lequel la foule stationnait en permanence pour voir apparaître les souverains ou pour s'ébahir devant le char de la reine, un char tendu d'écarlate vermeille. La reine Jeanne, environnée de ses dames de parage, présidait avec une agitation de femme comblée au déballage des 12 malles, des 4 bahuts, du coffre à chaussures, du coffre à épices. Sa garde-robe était à coup sûr la plus belle qu'ait jamais eue dame de France. Un vêtement particulier avait été prévu pour chaque jour et presque chaque heure de ce voyage triomphal. Sous une chape de drap d'or fourré d'hermine, la reine avait fait son entrée solennelle en la ville, tandis que le long des rues on offrait aux époux royaux des représentations, mystères et divertissements. Au souper de veille du sacre, qui aurait lieu tout à l'heure, la reine paraîtrait dans une robe de velours violet brodée de menus verts. Pour le matin du couronnement, elle avait une robe de drap d'or de Turquie, un manteau d'écarlate et une cotte vermeille. Pour le dîner, une robe brodée aux armes de France. Pour le souper, une robe de drap d'or et 2 manteaux d'hermine différents. Le lendemain, elle porterait une robe de velours vert et ensuite une autre de camocasse azurée avec pèlerine de petit gris. Jamais elle ne se produirait en public dans la même parure, ni sous les mêmes joyaux. Ces merveilles s'étalaient dans une chambre dont la décoration avait été également apportée de Paris. Tenture de soie blanche, brodée de 1321 perroquets d'or, avec au centre les grandes armes des comtes de Bourgogne où passait un lion de gueule. Ciel de lit, courte pointe et coussins étaient ornés de 7000 trèfles d'argent. Sur le sol avaient été jetés des tapis aux armes de France et de Bourgogne-Comté. À plusieurs reprises, Jeanne était entrée dans l'appartement de Philippe afin de faire admirer à celui-ci la beauté d'une étoffe, la perfection d'un travail. « Mon cher sire, mon bien-aimé, s'écriait-elle, que vous me faites heureuse !» Si peu encline qu'elle fût aux démonstrations vives, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir les yeux humides. Son propre sort l'éblouissait, surtout lorsqu'elle se rappelait le temps récent où elle se trouvait en prison à Dourdan. Quel prodigieux retour de fortune en moins d'1 an et demi! Elle songeait à Marguerite, la morte, elle songeait à sa sœur Blanche de Bourgogne, toujours enfermée à Château-Gaillard. Pauvre Blanche, qui aimait tant les parures, pensait-elle en essayant une ceinture d'or incrustée de rubis et d'émeraudes. Philippe était soucieux, et les enthousiasmes de sa femme l'assombrissaient plutôt. Il examinait les comptes avec son grand argentier. « Je suis fort aise, ma bonne mie, que tout ceci vous complaise, » finit-il par répondre. « Voyez-vous, j'agis selon l'exemple de mon père qui, comme vous l'avez connu, était fort mesuré en sa dépense personnelle, mais ne lésinait point lorsqu'il s'agissait de la majesté royale. Montrez bien ces beaux habits, car ils sont pour le peuple qui vous les donne sur son labeur tout autant que pour vous. Et prenez-en grand soin, car vous ne pourrez de sitôt en avoir de pareils. Après le sacre, il faudra nous restreindre. »« Philippe, demanda Jeanne, ne ferez-vous rien en ce jour pour ma sœur Blanche ? » J'ai fait. Elle est à nouveau traitée en princesse, sous la réserve qu'elle ne sorte pas des murailles où elle est. Il faut qu'il y ait une différence entre elle qui a péché et vous, Jeanne, qui fut toujours pure et qu'on a faussement accusée. Il avait prononcé ces dernières paroles en portant sur sa femme un regard où se lisait davantage le souci de l'honneur royal que la certitude de l'amour. « Et puis, ajouta-t-il, son mari ne me cause guère de joie en ce moment. C'est un bien mauvais frère que j'ai là. » Jeanne comprit qu'il serait vain d'insister et qu'elle aurait avantage à ne pas revenir sur le sujet. Elle se retira, et Philippe se remit à l'étude des longues feuilles chargées de chiffres que lui présentait Geoffroy de Fleury. Les frais ne se limitaient pas aux seuls vêtements du roi et de la reine. Certes, Philippe avait reçu quelques présents. Ainsi, Mao avait offert le drap marbré pour les robes de petite princesse et du jeune Louis-Philippe. Mais le roi était tenu d'habiller de neuf ses 54 sergents d'armes et leur chef, Pierre de Galard, maître des arbalétriers. Adam Héron, Robert de Gamache, Guillaume de Sérise, les chambellans avaient reçu chacun 10 aunes de rayés de Douai pour se faire des cottes hardies. Henri de Meudon, Furand de la Foyer, Jeannot Malgeneste, l'évenneur, avaient touché un nouvel équipement, ainsi que tous les archers.
et comme on armerait 25 chevaliers après le sacre, c'était encore 20 robes à donner. Ces présents de vêtements constituaient les gratifications d'usage. Et l'usage voulait aussi que le roi fît ajouter à la châsse de Saint-Denis une fleur de lys en or, constellée d'émeraudes et de rubis. « Au total ?» demanda Philippe. « 8548 livres, 13 sols et 11 deniers, sire, » répondit l'argentier. « Peut-être pourriez-vous demander une contribution de joyeux avènement. Mon avènement sera plus joyeux si je n'impose pas de nouvelles taxes. Nous ferons face autrement, dit le roi. Ce fut à ce moment qu'on annonça le comte de Valois. Philippe éleva les mains vers le plafond. « Voilà ce que nous avions oublié en nos additions. Vous allez voir, Geoffroy, vous allez voir. Cet oncle-là va me coûter plus cher à lui seul que 10 sacres. Il vient me mettre marché en main, laissez-moi seul avec lui. » Ah, qu'il était splendide, monseigneur de Valois, brodé, chamarré, doublé de volume par d'épaisses fourrures qui s'ouvraient sur une robe cousue de pierres précieuses. Si les habitants de Reims n'avaient pas su que le nouveau souverain était jeune et maigre, on eût pris ce seigneur-là pour le roi lui-même. « Mon cher neveu, commença-t-il, vous me voyez bien en peine pour vous. Votre beau-frère d'Angleterre ne vient pas. » « Il y a longtemps, mon oncle, que les rois d'outre-Manche n'assistent plus à nos sacres, » répondit Philippe. « Certes, mais ils y sont représentés par quelques parents ou grands seigneurs de leur cour, pour occuper leur place de duc de Guyenne. Or, Édouard n'a envoyé quiconque. C'est confirmé ainsi qu'il ne vous reconnaît pas. Le comte de Flandre, que vous pensiez avoir amadoué par votre traité de septembre, n'est pas là non plus, ni le duc de Bretagne. »« Je sais, mon oncle, je sais. Quant au duc de Bourgogne, n'en parlons point. Nous étions sûrs qu'il vous ferait défaut. Mais en revanche, sa mère, notre tante Agnès, vient d'entrer en la ville tout à l'heure, et je ne pense pas que ce soit précisément pour vous apporter son soutien. »« Je sais, mon oncle, je sais, » répéta Philippe. Cette arrivée imprévue de la dernière fille de Saint-Louis inquiétait Philippe plus qu'il ne le laissait paraître. Il avait d'abord pensé que la duchesse Agnès venait négocier. Mais elle ne montrait guère de hâte à se manifester, et lui-même était décidé à ne pas faire la première démarche. Si le peuple, qui m'acclame quand je parais, savait de quelles hostilités et menaces je suis entouré, se disait-il. Si bien que les pères laïcs, qui doivent demain soutenir votre couronne, reprit Valois, vous n'en avez présentement aucun. Mais si, mon oncle, vous oubliez la comtesse d'Artois et vous-même. Valois eut un violent mouvement d'épaules. « La comtesse d'Artois !» s'écria-t-il. « Une femme pour tenir la couronne, alors que vous-même, Philippe, vous-même n'avez tiré vos droits que de l'exclusion des femmes !»« Soutenir la couronne n'est point la cindre, » dit Philippe. « Faut-il que Mao ait aidé à votre accession pour que vous l'agrandissiez de la sorte? Vous allez donner crédit davantage à tous les mensonges qui circulent. Ne revenons point sur le passé, mais enfin, Philippe, n'est-ce pas Robert qui devrait figurer pour l'Artois ?» Philippe feignit de ne pas porter attention aux dernières paroles de son oncle. « De toute façon, les pères ecclésiastiques sont là, dit-il. »« Ils sont là, dit Valois en agitant ses bagues. Déjà, ils ne sont que 5 sur 6. Et que croyez-vous qu'ils vont faire, ces pères d'église, quand ils verront que du côté du royaume, une seule main, et laquelle va se lever pour vous couronner? Mais mon oncle, vous comptez-vous donc pour rien ?» Ce fut le tour de Valois de ne pas relever la question. « Votre frère lui-même vous boude, » dit-il. « C'est que Charles, sans doute, répondit Philippe doucement, ne sait point assez, mon cher oncle, comme nous sommes bien accordés, et qu'il croit peut-être vous servir en me desservant. Mais rassurez-vous, il est annoncé et sera là demain. Que ne lui conférez-vous aussitôt la pairie? Votre père l'a fait pour moi, et votre frère Louis pour vous. Ainsi je me sentirai moins seul à vous soutenir. » Ou moins seul à me trahir, pensa Philippe, qui reprit. « Est-ce pour Robert ou pour Charles que vous venez plaider? Ou bien désirez-vous me parler de vous-même » Valois prit un temps, se carra dans son siège, regarda le diamant qui brillait à son index. « 50 ou 100 000 se demandait Philippe. Les autres, je m'en moque, mais lui, il m'est nécessaire, et il le sait. S'il refuse et fait esclandre, je risque d'avoir à remettre mon sacre. »« Mon neveu, dit enfin Valois,
Vous voyez bien que je n'ai pas rechigné et que j'ai même fait grands frais de costume et de suite pour vous honorer. Mais à constater que les autres pairs sont absents, je crois que je vais devoir aussi me retirer. Ne dirait-on pas, si l'on me voyait seul à vos côtés, que vous m'avez acheté, tout bonnement? Je le déplorerais fort, mon oncle. Je le déplorerais fort. Mais, que voulez-vous, je ne puis vous obliger à ce qui vous déplaît. Peut-être le temps est-il arrivé de renoncer à cette coutume qui veut que les pairs lèvent la main auprès de la couronne. « Mon neveu! Mon neveu !» s'écria Valois. « Et s'il faut consentement d'élection, enchaîna Philippe, de le demander non plus à si grand baron, mais au peuple, mon oncle, qui fournit en hommes les armées et en subside le trésor. Ce sera le rôle des États que je vais réunir. » Valois ne put se contenir et, sautant sur son siège, se mit à crier. « Vous blasphémez, Philippe, et vous égarez tout à fait. N'a-t-on jamais vu monarque élu par ses sujets? Belle novelleté que vos États! Cela vient tout droit des idées de Marigny, qui était né dans le commun, et qui fut si nuisible à votre père. Je vous dis bien que si l'on commence ainsi, avant 50 ans le peuple se passera de nous et choisira pour roi quelques bourgeois, docteurs de parlement, ou même quelques charcutiers enrichis dans le vol. Non, mon neveu, non! Cette fois j'y suis bien décidé. Je ne soutiendrai point la couronne d'un roi qui ne l'est que de son chef, et qui veut de surcroît faire en sorte que cette couronne bientôt soit la pâture des manants. » Tout empourpré, il déambulait à grands pas. 50 000 ou 100 000 continuait de se demander Philippe. De quel chiffre faut-il les stocker? Soit, mon oncle, ne soutenez rien, dit-il. Mais souffrez alors que j'appelle aussitôt mon grand argentier. Pourquoi donc? Pour lui enjoindre de modifier la liste des donations que je vais sceller demain, en signe de joyeux avènement, et sur laquelle vous vous trouviez le premier pour 100 000 livres. Les stocks avaient porté. Valois restait pantois, les bras écartés. Philippe comprit qu'il avait gagné, et si cher que lui coûta cette victoire, il dut faire effort pour ne pas sourire devant le visage que lui présentait son oncle. Celui-ci d'ailleurs ne mit pas longtemps à se tirer d'embarras. Il avait été arrêté dans un mouvement de colère, il le reprit. La colère était chez lui un moyen pour tenter de brouiller le raisonnement d'autrui lorsque le sien devenait trop faible. « D'abord, tout le mal vient d'Eudes !» lança-t-il. « Je le réprouve beaucoup et le lui écrirai. Et qu'avaient besoin le comte de Flandre et le duc de Bretagne de prendre son parti et de récuser votre convocation? Quand le roi vous mande pour soutenir sa couronne, on vient. Ne suis-je pas là, moi? Ces barons, en vérité, outrepassent leurs droits. C'est ainsi, en effet, que l'autorité risque de passer aux petits vassaux et aux bourgeois. Quant à Édouard d'Angleterre, quelle foi peut-on faire à un homme qui se conduit en femme? Je serai donc à vos côtés pour leur faire leçon. Et ce que vous avez décidé de me donner, je l'accepte, mon neveu, par souci de justice. Car il est juste que ceux qui sont fidèles au roi soient traités autrement que ceux qui le trahissent. Vous gouvernerez bien. Ce don qui me marque votre estime, quand allez-vous le signer? À présent, mon oncle, si vous le souhaitez. Mais daté de demain, répondit le roi Philippe V. Pour la 3e fois, et toujours par moyen d'argent, il avait muselé Valois. Il était temps que je sois couronné, dit Philippe à son argentier quand Valois fut parti. Car s'il m'avait fallu discuter encore, je crois que la prochaine fois j'aurais dû vendre le royaume. Et comme Fleury s'étonnait de l'énormité de la somme promise, « Rassurez-vous, Geoffroy, ajouta-t-il, je n'ai point encore marqué quand cette donation serait versée. Il ne la touchera que par petites fractions, mais il pourra emprunter dessus. Maintenant, allons souper. » Le cérémonial voulait qu'après le repas du soir, le roi, entouré de ses officiers et du chapitre, se rendit à la cathédrale pour s'y recueillir et faire oraison. L'église était déjà toute prête, avec les tapisseries pendues, les centaines de cierges en place et la grande estrade élevée dans le chœur. Les prières de Philippe furent courtes, mais il passa néanmoins un temps considérable à se faire instruire une dernière fois du déroulement des rites et des gestes qu'il aurait lui-même à accomplir. Il alla vérifier la fermeture des portes latérales, s'assura des dispositions de sécurité et s'enquit de la place de chacun.
Les pères laïcs, les membres de la famille royale et les grands officiers sont sur l'estrade, lui expliqua-t-on. Le connétable reste à côté de vous. Le chancelier se tient à côté de la reine. Ce trône en face du vôtre est celui de l'archevêque de Reims, et les sièges disposés autour du maître-autel sont pour les pairs ecclésiastiques. Philippe parcourait l'estrade à pas lents, aplatissait du bout de son pied le coin soulevé d'un tapis. « Comme c'est étrange, se disait-il. J'étais ici à cette même place l'autre année, pour le sacre de mon frère. Je n'avais point porté attention à tous ces détails. » Il s'assit un moment, mais non sur le trône royal. Une crainte superstitieuse lui défendait de l'occuper déjà. Demain, je serai vraiment roi. Il pensait à son père, à la lignée d'aïeux qui l'avait précédé en cette église. Il pensait à son frère, supprimé par un crime dont il était innocent, mais dont tout le profit maintenant lui revenait. Il pensait à l'autre crime, celui commis sur l'enfant, qu'il n'avait pas ordonné non plus, mais dont il était le complice muet. Il pensait à la mort, à sa propre mort, et aux millions d'hommes, ses sujets, aux millions de pères, de fils, de frères, qu'il gouvernerait jusque-là. Sont-ils tous à ma semblance? Criminels s'ils en avaient l'occasion, innocents seulement d'apparence, et prêts à se servir du mal pour accomplir leur ambition? Pourtant, lorsque j'étais à Lyon, je n'avais que des vœux de justice. Est-ce bien sûr? La nature humaine est-elle si détestable, ou bien est-ce la royauté qui nous rend ainsi? Est-ce le tribut que l'on paye à régner, que de se découvrir à tel point impur et souillé? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait mortels, puisque c'est la mort qui nous rend détestables, par la peur que nous en avons, comme par l'usage que nous en faisons? On va peut-être tenter de me tuer cette nuit. Il regardait de hautes ombres vaciller sur les murs entre les piliers. Il n'éprouvait pas de repentance, mais seulement un manque de bonheur. Voilà sans doute ce que l'on appelle faire oraison. Et pourquoi l'on nous conseille, la nuit avant le sacre, cette station en l'église? Il se jugeait lucidement tel qu'il était, un mauvais homme avec les dons d'un très grand roi. Il n'avait pas sommeil. Il fut resté volontiers là longtemps encore à méditer sur lui-même, sur l'humaine destinée, sur l'origine de nos actes, et à se poser les vraies grandes questions du monde, celles qui ne peuvent jamais être résolues. « Combien de temps durera la cérémonie ?» demanda-t-il. « 2 pleines heures, sire. »« Allons, il faut nous forcer à dormir, nous devons être dispos demain. » Mais lorsqu'il eut regagné le palais archiépiscopal, il entra chez la reine et s'assit au bord du lit. Il entretint sa femme de choses sans intérêt évident. Il parlait des places dans la cathédrale. Il se souciait du vêtement de ses filles. Jeanne était déjà à demi endormie. Elle luttait pour rester attentive. Elle discernait chez son mari une tension des nerfs et une sorte d'angoisse montante contre laquelle il cherchait protection. « Mon ami, demanda-t-elle, voulez-vous dormir auprès de moi ?» Il parut hésiter. « Je ne puis, le chambellan n'est pas prévenu, répondit-il. »« Vous êtes roi, Philippe, dit Jeanne en souriant. Vous pouvez donner à votre chambellan les ordres qu'il vous plaît. » Il mit un temps à se décider. Ce jeune homme, qui savait, par les armes ou l'argent, mater ses plus puissants vassaux, éprouvait de la gêne à informer ses visiteurs qu'il allait, par désir imprévu, partager le lit de sa femme. Enfin, il appela une des chambrières qui dormait dans la pièce attenante et l'envoya prévenir Adam Héron qu'il n'eut pas à l'attendre ni à coucher cette nuit en travers de sa porte. Puis, entre les tentures à perroquet, sous les trèfles d'argent du ciel de lit, il se dévêtit et se glissa dans les draps. Et cette grande angoisse, dont ne pouvaient le défendre toutes les troupes du connétable, car c'était angoisse d'homme et non angoisse de roi, s'apaisa au contact de ce corps de femme, contre ces jambes fermes et hautes, ce ventre docile et cette poitrine chaude. « Mamie, murmura Philippe dans les cheveux de Jeanne. « Mamie, réponds-moi. M'as-tu trompé? Réponds sans crainte, car, même si tu m'as trahi naguère, sache-toi pardonner. » Jeanne étreignit les longs flancs secs et robustes, où l'ossature était sensible sous les doigts. « Jamais, Philippe,
le jure, répondit-elle. J'ai été tenté de le faire, je te le confesse, mais je n'ai point cédé. Merci, mamie, chuchota Philippe. Rien ne manque donc à ma royauté. Il ne manquait plus rien à sa royauté, parce qu'il était en vérité pareil à tous les hommes de son royaume. Il lui fallait une femme, et qu'elle fût bien à lui. Les cloches de Reims. Quelques heures plus tard, allongé sur un lit de parade décoré des armes de France, Philippe, dans une longue robe de velours vermeil et les mains jointes à hauteur de la poitrine, attendait les évêques qui devaient le conduire à la cathédrale. Le premier chambellan, Adam Héron, lui aussi somptueusement habillé, se tenait debout auprès du lit. Le pâle matin de janvier répandait dans la chambre une lueur laiteuse. On frappa à la porte. « Qui demandez-vous » dit le chambellan. « Je demande le roi. »« Qui le veut ?»« Son frère. » Philippe et Adam Héron se regardèrent surpris et mécontents. « Bon, qu'il entre, dit Philippe en se redressant légèrement. « Vous disposez de bien peu de temps, sire, fit remarquer le chambellan. Le roi l'assura que l'entretien ne durerait guère. Le beau Charles de la Marche portait une tenue de voyage. Il venait d'arriver à Reims et ne s'était arrêté qu'un instant au logis du comte de Valois. Il y avait du courroux sur son visage et dans son pas. Tout irrité qu'il fût, la vision de son frère, revêtu de pourpre et ainsi étendu dans une pose hiératique, lui en imposa. Il marqua un temps d'arrêt, les yeux arrondis. « Comme il voudrait être à ma place, pensa Philippe. Puis, à haute voix, « Vous voici donc, mon bon frère. Je vous sais gré d'avoir accompli votre devoir et de faire mentir les méchantes langues qui prétendaient que vous ne seriez pas à mon sacre. Je vous sais gré. Maintenant, courez à vous vêtir, car vous ne pouvez paraître ainsi. Vous allez être en retard. »« Mon frère, répondit la Marche, il me faut d'abord vous entretenir de choses importantes. » De choses importantes ou de choses qui vous importent. L'important pour l'heure est de ne point faire attendre le clergé. Dans un instant, les évêques vont venir me prendre. « Eh bien, ils patienteront !» s'écria Charles. « Chacun à tour de rôle trouve votre oreille pour l'écouter et en tirer profit. Il n'est que moi dont vous semblez ne point vouloir tenir compte. Cette fois, vous m'entendrez. »« Alors causons, Charles, » dit Philippe en s'asseyant au bord du lit. « Mais je vous avertis que nous aurons à être brefs. » La Marche eut un mouvement qui voulait dire « nous verrons, nous verrons ». Puis il prit un siège, s'efforçant de se gonfler et de tenir le menton haut. « Ce pauvre Charles, pensa Philippe. Voilà qu'il veut jouer les manières de notre oncle Valois, il n'en a pas l'épaisseur. »« Philippe, reprit la Marche, je vous ai, à maintes reprises, demandé de me conférer la pairie et d'accroître mon apanage ainsi que mon revenu. Vous l'ai-je demandé, oui ou non ?»« Avis de famille, murmura Philippe. « Et vous m'avez toujours opposé tête sourde. À présent, je vous le dis pour l'ultime fois, je suis venu à Reims, mais je n'assisterai tout à l'heure à votre sacre que si j'y ai siège de pair, sinon je m'en repars. » Philippe le regarda un moment sans rien dire, et sous ce regard, Charles se sentit diminuer, fondre, perdre toute sûreté de soi et toute importance. En face de leur père, Philippe le Bel, le jeune prince naguère éprouvait la même sensation de sa propre insignifiance. « Un instant, mon frère, dit Philippe, qui se leva et alla parler à Adam Héron, retiré dans un angle de la pièce. « Adam, demanda-t-il à voix basse, les barons qui ont été quérir la Sainte-Ampoule à l'abbaye de Saint-Rémy sont-ils de retour ?»« Oui, sire, ils sont déjà à la cathédrale avec le clergé de l'abbaye. »« Bien. Alors, les portes de la ville, comme à Lyon. » Et de la main, il fit 3 gestes à peine perceptibles qui signifiaient les herses, les barres, les clés. « Le jour du sacre, sire » murmura Héron stupéfait. « Justement, le jour du sacre, et faites diligence. » Le chambellan sortit, Philippe revint vers le lit. « Alors, mon frère, que demandiez-vous ?»« La pairie, Philippe !»« Ah oui, la pairie. Eh bien, mon frère, je vous l'accorderai volontiers, mais pas sur le champ, car vous avez trop clamé vos désirs. Si je vous cédais ainsi, on dirait que j'agis non par volonté, mais par contrainte.
et chacun se croirait autorisé à se comporter comme vous. Sachez donc qu'il n'y aura plus d'apanage créé ou accru avant que n'ait été rendue l'ordonnance qui déclarera inaliénable aucune partie du domaine royal. Mais enfin, vous n'avez plus besoin de la pairie de Poitiers. Que ne me la donnez-vous? Convenez que ma part est insuffisante. Insuffisante? S'écria Philippe, que la colère commençait à gagner. Vous êtes né fils de roi, vous êtes frère de roi. Croyez-vous maintenant que la part soit insuffisante pour un homme de votre cervelle et pour les mérites que vous avez? Mais mes mérites? Dit Charles. Oui, vos mérites, qui sont petits, car il faut bien finir par vous le dire en face, Charles. Vous êtes un bonnet. Vous l'avez toujours été, et vous ne vous améliorerez point avec l'âge. Déjà, quand vous n'étiez qu'enfant, vous sembliez si niais à tous, et si peu développé d'esprit que notre mère elle-même en avait mépris, la sainte femme, et vous appelait l'oison. Rappelez-vous, Charles, l'oison. Vous l'étiez, et vous l'êtes resté. Notre père vous appela maintes fois à son conseil. Qui avez-vous appris? Vous bâilliez aux mouches, pendant qu'on débattait les affaires du royaume, et je ne me rappelle pas qu'on ait jamais entendu de vous une parole qui n'ait fait hausser les épaules de notre père, ou à messire Enguerrand. Croyez-vous donc que je tienne tant à vous rendre plus puissant, pour le beau secours que vous m'iriez porter, alors que depuis 6 mois vous ne cessez de jouer contre moi? Vous aviez tout à obtenir par un autre chemin. Vous pensez de forte nature, et comptez qu'on va ployer devant vous. Nul n'a oublié la piteuse figure que vous montrâtes à Maubuisson, quand vous étiez à bêler blanche, et à pleurer votre outrage devant toute la cour. « Philippe, est-ce à vous de me dire cela ?» s'écria la Marche en se dressant, le visage décomposé. « Est-ce à vous dont la femme... » « Pas un mot contre Jeanne, pas un mot contre la reine !» coupa Philippe la main levée. « Je sais que pour me nuire, ou pour vous sentir moins seul dans votre infortune, vous continuez à clabauder vos mensonges. Vous avez innocenté Jeanne parce que vous vouliez garder la Bourgogne, parce que vous avez fait passer, comme toujours, vos intérêts avant votre honneur. Mais à moi non plus, mon épouse infidèle n'a peut-être pas fini de servir. » « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire ce que je dis !» répliqua Charles de la Marche. « Et je vous déclare, Derechef, que si vous voulez me voir tout à l'heure au sacre, j'y veux être assis sur un siège de pair, autrement j'en repars. » Adam Héron rentra dans la chambre et avertit le roi d'une inclinaison de tête que ses ordres avaient été transmis. Philippe le remercia de la même manière. « Allez-vous-en donc, mon frère, dit-il. Une seule personne aujourd'hui m'est nécessaire, l'archevêque de Reims. Vous n'êtes point archevêque, alors partez, partez si cela vous plaît. »« Mais pourquoi ?» s'écria Charles. « Pourquoi notre oncle Valois obtient-il toujours ce qu'il veut et moi jamais ?» Par la porte entr'ouverte, on entendait les chants de la procession qui approchait. « Quand je pense que si je venais à mourir, ce sot deviendrait régent, » se disait Philippe. Il posa la main sur l'épaule de son frère. Quand vous aurez nui au royaume, d'aussi longues années que l'a fait notre oncle, vous pourrez exiger d'être payé le même prix, mais grâce à Dieu, vous êtes moins diligent dans la sottise. Des yeux, il lui désigna la porte, et le comte de la Marche sortit, livide, labouré de rage impuissante, pour se heurter à un grand afflux de clergé. Philippe regagna le lit et y reprit la position étendue, mains croisées, paupières closes. Des coups furent frappés contre la porte. Cette fois, c'étaient les évêques qui cognaient de leurs crosses. « Qui demandez-vous » dit Adam Héron. « Nous demandons le roi » répondit une voix grave. « Qui le veut ?»« Les pères évêques !» Les vantaux furent ouverts, et les évêques de Langres et de Beauvais entrèrent, mitres en tête et reliquaires au col. Ils s'approchèrent du lit, aidèrent le roi à se lever, lui présentèrent l'eau bénite, et tandis qu'il s'agenouillait sur un carreau de soie, dirent l'oraison. Puis Adam Héron posa sur les épaules de Philippe un manteau de velours écarlate, semblable à celui de sa robe. Et soudain éclata une querelle de préséance. Normalement, le duc archevêque de Laon devait prendre place à droite du roi. Or, le siège de Laon, à l'époque, était sans titulaire. L'évêque de Langres, Guillaume de Durfort, était censé remplacer cet absent. Mais Philippe désigna l'évêque de Beauvais pour tenir la droite. Il avait 2 raisons à cela. D'une part, l'évêque de Langres avait accueilli un peu trop facilement les anciens templiers dans son diocèse.
en leur donnant des places de clercs. D'autre part, l'évêque de Beauvais était un Marigny, le troisième frère, très habile prélat, toujours disposé à servir le pouvoir, à condition d'en retirer honneur et profit. Ne l'avait-il pas prouvé moins de 2 ans auparavant en siégeant au tribunal chargé de condamner son aîné Enguerrand? Philippe ne l'estimait pas, mais savait qu'il lui fallait se le concilier. « Je suis évêque-duc, c'est à moi de tenir la dextre, » disait Guillaume de Durfort. « Le siège de Beauvais est plus antique que celui de Langres, » répondait Marigny. Leur visage commençait à rougir sous les mitres. « Mais seigneur, le roi décide, » dit Philippe. Et Durfort dut se ranger à gauche. Un mécontent de plus, pensa Philippe. Ils descendirent ainsi, parmi les croix, les cierges et les fumées d'encens, jusqu'à la rue, où toute la cour, la reine en tête, était déjà formée en cortège. On gagna la cathédrale. D'immenses clameurs s'élevaient sur le passage du roi. Philippe était assez pâle et plissait ses yeux myopes. La terre de Reims lui paraissait devenue soudain étrangement dure au pas. Il avait l'impression de marcher sur du marbre. Au portail de la cathédrale, il y eut un arrêt pour de nouvelles oraisons. Puis, dans le fracas des orgues, Philippe avança dans la nef vers l'autel, vers la grande estrade, vers le trône où, enfin, il s'assit. Son premier geste fut pour désigner à la reine le siège préparé à la droite du sien. L'église était comble. Philippe n'apercevait qu'une mer de couronnes, d'épaules brodées de joyaux, de chasubles étincelants sous les cierges. Un firmament humain s'étendait à ses pieds. Il ramena son regard vers de plus proches parages et tourna la tête à droite et à gauche pour distinguer les présences sur l'estrade. Charles de Valois était là, et Mao d'Artois, monumentale, ruisselante de brocart et de velours. Elle lui sourit. Louis d'Évreux se tenait un peu plus loin. Mais Philippe n'apercevait pas Charles de la Marche, ni non plus Philippe de Valois, que son père semblait également chercher des yeux. L'archevêque de Reims, Robert de Courtenay, alourdi par les ornements sacerdotaux, se leva de son trône qui faisait face au siège royal. Philippe l'imita et vint se prosterner devant l'autel. Tout le temps que dura le Te Deum, Philippe se demanda « Les portes ont-elles été bien fermées? Mes ordres ont-ils été fidèlement suivis? Mon frère n'est pas homme à rester au fond d'une chambre pendant qu'on me couronne. Et pourquoi Philippe de Valois est-il absent? Que me prépare-t-il? J'aurais dû laisser Galard dehors pour qu'il soit mieux à même de commander ses arbalétriers. » Or, tandis que le roi s'inquiétait ainsi, son frère cadet pataugeait dans un marais. En sortant, furieux de la chambre royale, Charles de la Marche s'était précipité au logement des Valois. Il n'avait pas trouvé son oncle, déjà parti pour la cathédrale, mais seulement Philippe de Valois, qui achevait de se préparer, auquel il avait compté hors d'haleine ce qu'il appelait la félonie de son frère. Fort liés, parce que fort proches par leur goût et leur nature, les deux cousins s'entendaient bien à se monter réciproquement la tête. « S'il en est ainsi, je n'assisterai pas non plus au sacre. Je pars avec toi, » avait déclaré Philippe de Valois, avec la satisfaction d'affirmer une indépendance à l'égard du roi, de la cour et de son propre père. Là-dessus, de rassembler leurs escortes et de se diriger fièrement vers une porte de la ville. Leur superbe avait dû s'incliner devant les sergents d'armes. « Nul n'entre, ni ne sort, ordre du roi. »« Même les princes de France ? » ?»« Même les princes, ordre du roi. »« Ah, il veut nous contraindre !» s'était alors écrié Philippe de Valois, qui maintenant prenait l'affaire à son compte. « Eh bien, nous sortirons quand même !»« Comment veux-tu, puisque les portes sont closes ? » »« Feignons de rentrer à mon logis, et laisse-moi agir. » La suite ressemblait à une équipée de gamins. Les écuyers du jeune comte de Valois avaient été dépêchés à chercher des échelles, vite dressées dans le fond d'une impasse, en un endroit où les murs ne semblaient pas gardés. Et voici les deux cousins faisant l'air partis à l'escalade, sans se douter que de l'autre côté s'étendaient les marécages de la Vesle. Par corde, ils descendirent dans le fossé. Charles de la Marche perdit pied au milieu de l'eau boueuse et glacée. Il s'y fut noyé si son cousin, qui avait 6 pieds de haut et les muscles solides, ne l'eût à temps repêché. Puis ils s'engagèrent comme des aveugles dans les marais. Il n'était plus question pour eux de renoncer. Avancer ou reculer revenait au même. Ils jouaient leur vie et en auraient pour 3 grandes heures à se tirer de ce bourbier. Les quelques écuyers qui les avaient suivis barbotaient autour d'eux et ne se gênaient pas pour les maudire à haute voix. « Si jamais nous sortons de là !» criait la Marche pour soutenir son courage. « Je sais bien où j'irai, je sais bien,
À Château-Gaillard !» Philippe de Valois, ruisselant de sueur malgré le froid, montra une tête stupéfaite au-dessus des roseaux pourrissants. « Tu tiens donc encore à Blanche ?» demanda-t-il. « Je n'y tiens point, mais j'ai des choses à savoir d'elle. Elle est la seule, elle est la dernière à pouvoir nous dire si la fille de Louis est bâtarde et si mon frère Philippe a été cocu comme moi. Avec son témoignage, je pourrais honnir mon frère, à mon tour, et faire donner la couronne à la fille de Louis. » Le son des cloches de Reims, battant à toute volée, parvenait jusqu'à eux. « Quand je pense que c'est pour lui qu'on sonne, » disait Charles de la Marche, la moitié du corps dans la boue et la main tendue vers la ville. Dans la cathédrale, les chambellans venaient de dévêtir le roi. Philippe le Long, debout devant l'autel, n'avait plus sur le corps que 2 chemises superposées, l'une de fine toile et l'autre de soie blanche, et largement ouverte sur la poitrine et sous les aisselles. Le roi, avant d'être investi des signes de la majesté, se présentait à l'assemblée de ses sujets comme un homme presque nu et qui frissonnait. Tous les attributs du sacre étaient déposés sur l'autel, à la garde de l'abbé de Saint-Denis, qui les avait apportés. Adam Héron prit des mains de l'abbé les chausses, longs caleçons de soie brodés de fleurs de lys, et aida le roi à les passer ainsi que les chaussures, également d'étoffe brodée. Puis, Anceau de Joinville, en l'absence du duc de Bourgogne, noua les éperons d'or aux pieds du roi, et les enleva aussitôt. L'archevêque bénit la grande épée, qu'on prétendait être celle de Charlemagne, et la soulevant par le baudrier, la pendit au flanc du roi en récitant « Accipe unc gladium cum Dei beneditione ». « Messire connétable, approchez, dit le roi. Gaucher de Châtillon s'avança et Philippe, se défaisant du baudrier, lui remit l'épée. Jamais connétable, dans toute l'histoire des sacres, n'avait mieux mérité de tenir pour son souverain l'insigne de la puissance militaire. Ce geste entre eux était plus que l'accomplissement d'un rite. Ils échangèrent un long regard. Le symbole se confondait avec la réalité. De la pointe d'une aiguille d'or, l'archevêque prit dans la sainte ampoule que lui tendait l'abbé de Saint-Rémy une parcelle de cette huile qu'on disait envoyée du ciel, et la mêla de son doigt avec le crème préparé sur une patène. Puis l'archevêque oignit Philippe en le touchant au sommet de la tête, à la poitrine, entre les épaules et aux aisselles. Adam Héron rattacha les annelets et les aggrappins qui fermaient les tuniques. La chemise du roi serait plus tard brûlée, parce qu'elle avait été effleurée de la sainte onction. Le roi fut alors revêtu des vêtements pris sur l'autel. D'abord la cotte de satin vermeil brodée de fils d'argent, puis la tunique de satin bleu, bordée de perles et semée de fleurs de lys d'or, et par-dessus la dalmatique de semblable tissu, et par-dessus encore le soc, grand manteau carré agrafé sur l'épaule droite par une fibule d'or. Philippe sentait progressivement ses épaules s'appesantir. L'archevêque accomplit l'onction des mains, glissa au doigt de Philippe l'anneau royal, lui mit le lourd sceptre d'or en la main droite, la main de justice en la main gauche. Après une génuflexion devant le tabernacle, le prélat enfin souleva la couronne, tandis que le grand chambellan commençait l'appel des pairs présents. « Magnifique et puissant Seigneur, le comte » À cet instant précis, une voix haute, impérieuse, s'éleva dans la nef. « Arrête, évêque! Ne couronne point cet usurpateur! C'est la fille de Saint-Louis qui te le commande !» Un vaste remous parcourut l'assistance. Toutes les têtes se tournèrent vers le point où l'on avait crié. Sur l'estrade et parmi les officiants s'échangeaient des regards anxieux. Les rangs de la foule s'écartèrent. Entourée de quelques seigneurs, une femme de grande taille, belle encore de visage, le menton ferme, les yeux clairs et coléreux, l'étroit diadème et le voile de veuve posés sur une masse de cheveux presque blancs, marchait vers le chœur. Sur son passage, on chuchotait « C'est la duchesse Agnès, c'est elle !» On tendait le cou pour la voir. On s'étonnait qu'elle eût gardé si belle prestance et pas si ferme. Parce qu'elle était la fille de Saint-Louis, l'image qu'on se faisait d'elle appartenait au lointain des âges. On la croyait une ancêtre, une ombre toute cassée dans un château de Bourgogne. Soudain, elle surgissait telle qu'elle était réellement, une femme de 50 ans encore pleine de vie et d'autorité. « Arrête, archevêque !» répéta-t-elle, quand elle ne fut plus qu'à quelques pas de l'autel. « Et vous tous écoutez ! Lisez, Mélo !» ajouta-t-elle pour son conseiller qui l'accompagnait.
Guillaume de Mello déplia un parchemin et lut. « Nous, très noble dame Agnès de France, duchesse de Bourgogne, fille de notre sire le roi Louis le Saint, en notre nom et celui de notre fils, très noble et puissant duc Eudes, nous adressons à vous, barons et seigneurs ici présents, ou au dehors dans le royaume, pour faire défense que l'on reconnaisse roi le comte de Poitiers, qui n'est point héritier légitime de la couronne, et protester qu'on diffère le sacre, jusqu'à temps qu'aient été reconnus les droits de madame Jeanne de France et de Navarre, fille et héritière du défunt roi et de notre fille. » L'angoisse augmentait sur l'estrade, et l'on commençait à distinguer de mauvais murmures dans le fond de l'église. La foule se tassait. L'archevêque semblait embarrassé de la couronne, ne sachant s'il devait la reposer sur l'autel ou poursuivre. Philippe restait immobile, tête nue, impuissant, alourdi de 40 livres d'or et de brocart, et les mains encombrées de la puissance et de la justice. Jamais il ne s'était senti aussi démuni, aussi menacé, aussi seul. Un gantelet de fer l'étreignait au creux de la poitrine. Son calme était effrayant. Accomplir un seul geste, ouvrir la bouche en cet instant, entamer une controverse, c'était courir au tumulte, et sans doute à l'échec. Il demeura figé dans la gangue de ses ornements, comme si la bataille se passait au-dessous de lui. Il entendait les pères ecclésiastiques chuchoter « Que devons-nous faire ?» Le prélat de Langres, qui n'oubliait pas la vexation essuyée au lever, était d'avis d'arrêter la cérémonie. « Retirons-nous et débattons, » proposait un autre. « Nous ne pouvons, le roi est déjà loin du Seigneur. Il est roi, couronnez-le » répliquait l'évêque de Beauvais. La comtesse Mao se penchait vers sa fille Jeanne et lui murmurait « La gueuse, elle mérite d'en crever !» De ses paupières de tortue, le connétable fit signe à Adam Héron de reprendre l'appel. « Magnifique et puissant seigneur, le comte de Valois, père du roi !» prononça le chambellan. Toute l'attention alors reflua vers l'oncle du roi. S'il répondait à l'appel, Philippe avait gagné, car c'était la caution des pères laïcs du pouvoir réel que Valois apportait. S'il refusait, Philippe avait perdu. Valois ne montrait guère d'empressement et l'archevêque attendait visiblement sa décision. Philippe alors esquissa quand même un mouvement. Il tourna la tête vers son oncle. Le regard qu'il lui adressa valait 100 000 livres. La Bourgogne ne paierait jamais autant. L'ex-empereur de Constantinople se leva, le visage crispé, et vint se placer derrière son neveu. « Comme j'ai bien fait de ne pas lésiner avec lui, » pensa Philippe. « Noble et puissante dame Mao, comtesse d'Artois, père du roi !» appela Adam Héron. L'archevêque éleva le lourd cercle d'or surmonté d'une croix à la partie frontale, en prononçant enfin « Coronet te Deus ». L'un des pères laïcs devait aussitôt prendre la couronne pour la maintenir au-dessus de la tête du souverain, et les autres pères y posaient seulement un doigt symbolique. Déjà Valois avançait les mains, mais Philippe, d'un mouvement de son sceptre, l'arrêta. « Vous, ma mère, tenez la couronne, dit-il à Mao. « Merci, mon fils, murmura la géante. Elle recevait par cette désignation spectaculaire le remerciement de son double régicide. Elle prenait la place de premier père du royaume, et la possession du comté d'Artois lui était avec éclat confirmée. « Bourgogne ne s'incline point !» s'écria la duchesse Agnès. Et, rassemblant sa suite, elle marcha vers la sortie, tandis que lentement, Mao et Valois reconduisaient Philippe à son trône. Quand il s'y fut assis, les pieds reposant sur un coussin de soie, l'archevêque déposa sa mitre et vint baiser le roi sur la bouche en disant « Vivat Rex in aeternum !» Les autres pères ecclésiastiques et laïcs imitèrent son geste en répétant « Vivat Rex in aeternum ». Philippe se sentait las. Il venait de gagner sa dernière bataille après 7 mois de lutte incessante pour parvenir à ce pouvoir suprême que nul, maintenant, ne pouvait plus lui disputer. Les cloches fracassaient l'air pour sonner son triomphe. Dehors, le peuple hurlait, lui souhaitant gloire et longue vie. Tous ses adversaires étaient matés. Il avait un fils pour assurer sa descendance, une épouse heureuse pour partager ses peines et ses joies. Le royaume de France lui appartenait. « Comme je suis là, tellement là », pensait Philippe.
À ce roi de 25 ans qui s'était imposé par volonté tenace, qui avait accepté les bénéfices du crime et qui possédait tous les caractères d'un grand monarque, rien en vérité ne paraissait manquer. Le temps des châtiments allait commencer. Vous avez entendu La Loi des Mâles, 4e épisode des Rois maudits de Maurice Druon, interprété par François Berland, réalisation Arnaud Maton. C'est une production Livraphone avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon.